Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bel été. On peut se le raconter d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment, dans quel état d'esprit vous abordez cette rentrée? Est-ce que vous pensez encore au Covid ou plus du tout? Est-ce que vous êtes doublement vacciné? Est-ce que vous avez des questions sur la vaccination, sur les nouveaux variants? Il y en a un nouveau qui s'appelle Mu, de la lettre grecque, qui a été classé par l'OMS comme variant à suivre. Voilà, on peut répondre à toutes ces questions et pour cela, j'ai invité Benjamin Davido sur sa pause déjeuner qu'on va appeler tout de suite. C'est parti, je lance l'appel. Est-ce que ça marche? Attends, je vais nettoyer l'écran parce qu'on verra mieux. C'est censé marcher normalement. Est-ce que tout le monde t'entend? Est-ce qu'on me voit? Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, on te voit en partie, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Attends, le masque sert aussi à ça, comme il y a... Ah, ça c'était sûr. T'es tombé, ça va? Ouais, moi je suis pas tombé de ma chaise, c'est le téléphone. Voilà, c'est Ouais, mieux. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. Comment ça va, Benjamin? Bah, ça va, je suis content d'avoir levé le pied sur les médias, d'être parti un petit peu en vacances, mais aussi triste de revenir avec autant de malades Covid, mais ça c'est comme ça, c'est la vie. Comment ça se passe dans le service où tu travailles en ce moment? Bon, ça se passe, mais on est quotidiennement avec des malades Covid et quelques refus parce que un certain nombre de lits sont fermés et qu'il y a une demande aussi d'autres patients et d'autres maladies infectieuses. On peut solliciter, il y a des retours de voyage, ce qui est d'habitude le genre de patients qu'on a à cette période de l'année. Mais encore une fois, trop de Covid et surtout 9 malades sur 10 qui n'est pas vacciné et ça veut dire que ce sont des hospitalisations qui auraient pu être évitées. D'ailleurs, il y a le ministère de la Santé qui publie tous les vendredis des données. Sur la semaine du 16 au 22 août, on a pu voir que 80% des admissions en soins critiques étaient des personnes non vaccinées. Donc, il y a 10 fois plus d'entrées en soins critiques chez les vaccinés, chez les non vaccinés que chez les vaccinés. Ça, tu le constates au quotidien encore? Ah, complètement. C'est sur les 10 lits, on a au mieux un malade vacciné, au mieux un malade qui n'a aucune dose. D'accord. Dans des situations de malades comorbides très particuliers, qui sont des patients qui auraient été hospitalisés de toute façon. Et on voit malheureusement une moyenne d'âge honteusement jeune, hein, puisque les malades dans le service ont en moyenne d'âge moins de 50 ans, 49 ans. Ce qui est quand même, on peut dire, différent de ce qu'on a connu dans les vagues précédentes, et surtout qui est un message très important pour la vaccination des jeunes. Plus jeunes donc, et toi quand ils t'expliquent pourquoi ils ne sont pas vaccinés, c'est par conviction ou parce qu'ils ont procrastiné et... Alors, la version officielle, c'est la procrastination. La Hmm. réalité, c'est que c'est la définition même de l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se sentent pas dans le scope de la vaccination, Hmm. sont probablement plus désinformés qu'informés, et puis un certain nombre finalement se font la morale lorsqu'ils sont hospitalisés en disant bah, j'ai pas fait le bon choix, j'aurais dû être vacciné. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que à partir du moment où on a été malade, de toute façon, il faudra faire une dose de vaccin. Tous ceux qui ont été hospitalisés et qui ressortent me disent qu'ils vont se vacciner. Et donc j'en suis satisfait, mais j'aurais bien aimé que cette pédagogie puisse se faire en amont. Et ça veut dire que probablement là où on n'a pas été bon dans la pédagogie, on peut toujours s'auto-flageller, hein, c'est de se dire que probablement qu'il aurait fallu une information peut-être plus locale qu'une information mainstream par les médias. Ce que j'ai toujours pensé, d'ailleurs à l'image de Twitch, mais même encore plus loin, c'est-à-dire je pense que c'est le bouche à oreille, l'exemplarité, et l'exemple de ces malades, le triste exemple de ces malades qui, à mon avis, illustre mieux la nécessité de la vaccination. Ok. On a une très bonne question de Flyer9 qui nous dit pourquoi autant de contamination en Israël alors qu'ils sont les meilleurs vaccinateurs au monde. On rappelle qu'en Israël, ils ont battu des records de contamination. Je crois que mardi, ils étaient à 11 000 cas Ouais, quotidiens à la veille de la rentrée scolaire. ouais, Alors, j'apporte un tout vas-y. début de réponse, c'est qu'ils ne sont pas les meilleurs vaccinateurs au monde, puisqu'on C'est ce est, que on je est voulais passé dire. bien devant eux. C'est ce que je voulais dire d'abord, Mm. absolument. Non, c'est une situation compliquée. Moi, la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit que c'était finalement c'est l'illustration des fables de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Ça paraît idiot, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont vacciné très tôt. Et puis beaucoup l'oublient, mais ils ont une partie d'irréductibles gaulois qui sont des juifs. Juste une seconde. Je suis occupé, sauf si c'est urgent. Si c'est urgent, t'autorises à y Pas aller quand bien, même. pas bien. Les petites douceurs m'attendront. Donc c'est des bonnes nouvelles. Et donc, cette On me partie proposait un répartie de la dessert en fait population. là. C'est ça, mais j'ai même pas mangé, donc moi c'est entrée plat dessert. Ok. C'est que Ouais, il Israël, y a j'ai une regardé, partie ils de la sont, population, au début de semaine, ils étaient, le nombre de personnes totalement 70%. vaccinées plafonné à 63% même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, alors En que nous, double. chez nous, on est à 66,5 pour le schéma vaccinal complet et à 72,5 pour les personnes qui ont reçu au moins une dose. On parle du total de la population, hein. Si on On est prend d'accord. juste les adultes, c'est bien plus. Ouais, c'est 80% des adultes en France. 86 Euh, même. pour schéma complet, je crois pas. Non, pas pour schéma complet, avec une On est dose. d'accord. On est d'accord. En tout cas, tout ça pour dire qu'au-delà des chiffres, la réalité, c'est que lorsqu'il y a il y a une persistance de la circulation du virus et avec des situations décalées dans le temps, parce que d'abord, à l'extrême, si on voulait se comparer, on peut aussi se comparer aux Anglais, on voit bien que le moment donné où l'épidémie va frapper et où les mesures sont prises et la campagne de vaccination a lieu sont importantes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est bien démontré maintenant scientifiquement, même si ça semblait intuitif, mais ça n'avait jamais été démontré pour les autres maladies, c'est que la protection vis-à-vis des formes peu ou pas symptomatiques est bien corrélée avec le variant Delta au taux d'anticorps neutralisants qui sont affaiblis par ce variant. Et Et donc, ça veut dire qu'on peut faire un lien, pourtant, d'autres scientifiques disaient non, on ne peut pas faire un lien entre quand vous faites une sérologie, entre le taux d'anticorps et le niveau de alors, protection. quand même, c'est ça quand même qui sort des publications et des Nature et des documentations. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on a un seuil Ouais, tu très peux pas clair pour dire si pouvoir. j'ai 400, je suis Voilà. protégé contre le variant Delta, je peux pas l'attraper et je peux pas le transmettre. Voilà. Voilà. Mais en revanche, il y a, comment dire, il y a une linéarité ou une collinéarité entre le fait qu'indépendamment du taux d'anticorps, on sera protégé des formes graves, on va dire ça comme ça, et que plus ce taux baisse, plus on est à risque d'être positif et donc potentiellement contagieux. Et ça, c'est quand même un argument qui plaide pour une troisième dose de rappel, une dose de boost d'immunité. Ça pose aussi la question d'un article scientifique très récent qui montre quand même un taux significativement plus important face à la vaccination Moderna. Et c'était une des questions des chercheurs sur l'étude, je ne sais plus si elle était anglaise, qui avait montré qu'il y avait peut-être une petite supériorité sur le variant Delta du Moderna par rapport au Pfizer. Et donc, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens-là et qui, moi, je trouve, sont encourageantes pour penser que finalement, si on atteint un taux d'anticorps suffisamment haut et stable, ce qu'on peut faire dans les pays riches où on a accès au vaccin, on aura peut-être ce bénéfice collectif. Moi, je ne comprends pas ce débat stérile sur le fait qu'on dit c'est fini, il n'y a plus de bénéfice collectif. S'il y a un bénéfice collectif de la vaccination quand on a 8 fois moins de chances d'être contaminé lorsqu'on est vacciné. Okay. Et donc, finalement, et d'ailleurs Israël est en train de le montrer, cette troisième dose de rappel qu'ils font d'ores et déjà, parce qu'eux ont ce stock incompressible de plus de 30% de la population qui ne veut pas du vaccin pour des raisons religieuses, qui est d'ores et déjà utilisé pour des rappels, et qui montre que ça permet une cassure des hospitalisations chez ce type de patients. Et ça plaide, j'ai envie de dire, de façon inéluctable pour une vaccination annuelle des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables au Covid, et caricaturalement, qui sont les comorbides âgés de plus de 65 ans. On a plein de questions, donc on va avancer, parce que c'est vrai qu'on traite la rentrée scolaire, la rentrée au sens large, et c'est vrai que ça peut un peu rebattre les cartes. La semaine dernière, Santé publique France disait, voilà, il y a beaucoup d'inconnus pour ce mois de septembre. La rentrée scolaire, on peut en parler, si on regarde les chiffres, ça fait quand même 2 millions d'adolescents et 9 millions d'enfants non vaccinés de retour en classe ensemble, 6 millions d'adultes non vaccinés dans les entreprises, et on a des taux d'incidence en ce moment bien supérieurs à ceux qu'on avait l'an dernier. Donc on a une question de Weshun TV qui nous dit, est-ce qu'il faut confiner les écoles primaires, collèges, etc. Là, on a quand même une bonne partie de la population qui est protégée. Benjamin, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je crois qu'il faut se féliciter de cette singularité française où, j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était à la fin de l'hiver dernier ou du printemps, où avait été décidé de laisser les classes ouvertes. Et on voit que c'est important pour l'éducation des plus jeunes et que finalement, ça n'a pas été un accélérateur des contaminations tant que ça. La réalité, finalement, si on est pragmatique, c'est que ça veut dire que les jeunes parents, parce que c'est eux qui sont en contact avec les plus jeunes, les jeunes parents doivent être dans le cadre d'une couverture vaccinale. Et que finalement, si on résume aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai dit au début de l'interview, c'est-à-dire que malheureusement, on voit des gens plus jeunes, y compris des jeunes parents. Cette semaine, on a monté en réanimation un homme âgé d'une trentaine d'années, ce qui est déchirant.
qui ne se Sans facteur de risque? sans aucun facteur de risque. Après, on peut discuter des susceptibilités génétiques, mais qui Mmh. n'avaient aucun facteur de risque. On lui aurait acheté la santé. Et très clairement, ça veut bien dire que tant bien même il y aurait de la circulation du virus chez les enfants, et c'est une certitude avec le taux d'incidence. Et finalement, on rejoint, encore une fois, dans une vision très simple des maladies infectieuses, ce qui se passe chaque année avec la grippe. La meilleure façon de casser les chaînes de transmission, c'est d'aller jusqu'au bout de cette campagne de vaccination qui, aujourd'hui, s'arrête, entre guillemets, à l'âge de 12 ans, en partant des plus âgés. Et moi, je Et pense d'ailleurs, que quand... petite parenthèse, ça a Ouais, bien avancé, hein, parce que là, je regardais les derniers chiffres juste avant de commencer ce stream. Chez les ados, on est à 64% des 12-17 qui ont au moins une dose, ok. et alors qu'ils se sont vus ouvrir la vaccination en dernier, donc c'est Ouais, pas ouais. négligeable. Courant juillet. Mm. Donc c'est vrai, ça va très vite. On a Juin. l'impression que, moi je suis ravi, il y a un effet domino cette vaccination, à la fois parce qu'elle est nécessaire et aussi parce que, on va dire que maintenant personne ne peut dire qu'on n'a pas le recul suffisant. On sait d'ailleurs historiquement qu'il n'y a eu aucun effet indésirable grave décrit par la vaccination à plus de 6 mois du début de la mise à disposition d'un vaccin. Il a par ailleurs été validé maintenant comme un vaccin définitif par les autorités américaines, il faut le rappeler. Et donc, on va aller de plus en plus vite. Et je crois que le plus on va aller vite, sans tomber dans l'empressement, le plus on va réussir à reprendre une vie d'avant sans restriction. Et que si on s'avouait vaincu et qu'on déclarait qu'on allait fermer les écoles et je ne sais quoi, je pense qu'on se mettra dans une situation également difficile qu'on a connue, qui est que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'école qu'on va être exempt de sources de contamination. Et qu'on sait très bien que finalement, l'enjeu, c'est d'éviter des clusters intrafamiliaux, c'est d'aérer les pièces. Et au même titre qu'on va le faire dans une classe, on va le faire chez soi. Et donc je crois Mm. qu'aujourd'hui, il faut avoir cette idée, c'est-à-dire que malheureusement, ce grand chiffon rouge du Covid, il est malheureusement présent partout, il ne faut pas se leurrer, mais c'est que c'est en appliquant ces mêmes règles partout au même moment qu'on va y arriver, et je pense que c'est une bonne décision que l'école puisse reprendre en métropole. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les territoires outre-mer. Ok, donc ta réponse à cette question, c'est non, il ne faut pas confiner les écoles selon toi. On a beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre rapidement à une série d'interrogations. Question de Plamdoux, que je remonte un peu dans le fil. Je voudrais savoir pourquoi ma rentrée à la fac en STAPS est en distanciel et d'autres personnes en psycho de ma fac sont en 100% présentiel. Très difficile de répondre sur la cohérence parfois des mesures prises. On peut espérer que justement avec la campagne de vaccination, on revienne de plus en plus en présentiel, parce je pense que les autorités ont conscience des dégâts psychologiques causés par le tout distanciel. Que pensez-vous du pass sanitaire, nous demande Iliest. Alors je ne sais pas si c'est pour toi ou pour moi, Benjamin. Tu dirais quoi, toi? C'est un outil de plus, et ça a quand même l'effet d'avoir accéléré la campagne de vaccination, parce que chez nous, on est passé de 55 à 70% de la population française avec au moins une dose en un peu plus d'un mois, quand les Britanniques ont mis, je crois, plus de 3 mois pour le faire. Donc, tu Ah dirais bah, quoi, toi? Est-ce que c'est un intérêt scientifique prouvé? alors, Parce qu'on sait alors, qu'il y a des trous dans la raquette. ouais, alors je crois qu'il y a deux choses. D'abord, tu as bien expliqué, et je vais parvenir sur la dynamique des courbes. De là à dire qu'il faudra un pass sanitaire pour aller à l'université, je ne suis pas sûr. Petite parenthèse pour la personne qui demandait pour STAP. Mm. Nous aussi, ça a été décidé en amont, parce que les rentrées scolaires, elles sont souvent en amont. Pour les infirmières, et je suis le coordonnateur de l'infectiologie pour les infirmières, jusqu'à preuve du contraire, les cours se feront, on va dire malheureusement, en distanciel. Et c'est sûr que c'est très ennuyeux, mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour revoir le ban pour tout le monde. Et que ceux à privilégier, ce sont malheureusement les plus jeunes, Mm. pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Le pass sanitaire, moi, je l'ai toujours défendu. Je pense que c'est une excellente initiative, à la fois sur la dynamique de la vaccination, sur la protection. Encore une fois, je suis désolé, parce que quand on a 80% des adultes français qui sont vaccinés, par définition, dans le pass sanitaire, on a 80% de vaccinés. Et donc, on a un risque qui est quand même diminué des contaminations, quoi qu'on dise. De là à dire que je plaiderais pour un pass vaccinal, pourquoi pas, puisqu'à un moment donné, on atteindra un pourcentage de vaccinés tellement important qu'on pourra même se poser la question de garder un pass. Et finalement, ça corrobore assez bien les deadlines fixées par le gouvernement autour du 15 novembre. Évidemment qu'il y a des trous dans la raquette, mais il n'y a pas de solution magique. Et clairement, on peut se féliciter de voir que, encore une fois, en métropole, là où il y a eu la mise en place de ce pass sanitaire, il n'y a eu aucune restriction depuis le déconfinement, bien au contraire. Et ça, c'est quand même le succès de la vaccination. Et encore une fois, ce pass a aussi une vocation d'incitation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va se dépister, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une façon, et on n'en parle jamais, de tester des gens positifs qui vont s'isoler, mais on ne parle jamais des gens positifs dans le cadre du pass sanitaire.
Ok. Pas mal de questions dans le même genre. Vidris qui nous dit si je suis vacciné mais que j'ai le Covid, je peux transférer le virus. Et Flyer 9 qui nous dit pourquoi on impose la vaccination pour accéder à certains lieux alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'empêche pas la transmission. Alors, petite précision, on n'impose pas la vaccination pour accéder à certains lieux, puisque le pass sanitaire, ça peut être une preuve que vous avez eu le Covid il y a moins de 6 mois, il y a plus de 2 Mm. semaines, ou la preuve que vous avez été testé de manière Ouais, négative il y a moins de 3 jours. ouais. Donc voilà. Mais Alors, c'est vrai que sur cet argument, on le voit, le vaccin parfois n'empêche pas la transmission. Et puis on le voit aussi dans les données, même s'il y a 10 fois plus, je répète, d'entrées en soins critiques mi-août chez les non vaccinés que chez les et vaccinés, il y 8 a fois tout de plus même... PCR positifs, Ouais. Et oui, indépendamment de l'hospitalisation. alors il y a quand même 14% des admissions en soins critiques qui sont des personnes vaccinées, donc ça existe, des personnes chez qui peut-être le vaccin est moins efficace parce qu'ils sont immunodéprimés, parce qu'ils sont plus fragiles. Ça, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, il y a deux choses, sans essayer de faire de la science trop compliquée. Il y a évidemment qu'il n'y a pas de solution parfaite et que, très clairement, comme tu l'as bien expliqué, s'il faut les résumer, parmi cette population de pass sanitaires, le risque est 10 fois moins de contamination et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas une explosion des hospitalisations, encore une fois, qui justifierait des restrictions. Et le but de ce pass, c'est d'éviter, on va dire, des discours politiques tous les jeudis soirs anxiogènes à la télé qui font que peut-être il y aura des restrictions. Et là-dessus, pour moi, la mission, elle est accomplie. Bien sûr que si on est vacciné, on peut contaminer les gens. Et finalement, qui est-ce qui est le plus tributaire? Ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés, parce qu'entre vaccinés, si on se contamine, on a beaucoup plus de chances d'être asymptomatique que de se retrouver à l'hôpital. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on va arriver sur quelque chose d'endémique. Quand on est vacciné pour d'autres maladies, on ne se dit pas, tiens, j'ai pas de symptômes aujourd'hui, est-ce que j'ai la rougeole? C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des données encourageantes qui vont dans le sens de mon hypothèse, et c'est un papier publié dans Nature, qui montre de façon intéressante, c'est un mot que j'ai appris en anglais, qui s'appelle le breakthrough infection, donc c'est l'infection au travers, que chez les gens vaccinés qui feraient un Covid, ça équivaut à un boost immunitaire et un taux d'anticorps extrêmement élevé. Et donc probablement qu'une fois que le virus va être, y compris rencontré chez des gens vaccinés, pour lesquels la vaccination est imparfaite, on va dire, qu'il y a quelques trous dans la raquette, eh bien on arrivera finalement à un moment donné à une telle immunité au sein de la population qu'on va contrôler la circulation du virus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un discours pessimiste face au fait qu'on peut tout de même se contaminer lorsqu'on est vacciné, parce que se contaminer, c'est différent d'être malade. Et c'est ça, encore une fois, qu'il faut avoir en tête. Et si demain, on arrête ce pass sanitaire, eh bien, on se retrouvera avec une chute des vaccinations. Et je pense que c'est bien ça qui nous a sortis d'affaire. Et on voit bien que si on a une immunité qui peut baisser dans le temps, il ne faut pas qu'on arrive à un message qui est que la vaccination est derrière nous, parce que malheureusement, on voit que le virus est encore là. Qu'en est-il? Attends, on va aborder la question des effets secondaires, mais c'est vrai qu'à propos de trous dans la raquette, Twister 1062 nous dit si on est positif mais doublement vacciné, est-ce qu'on peut aller au restaurant? C'est une question, mais on peut dire oui, mais après c'est la responsabilité individuelle. Alors, C'est juste, voilà, c'est vrai que c'est une alors, alors, aberration. alors deux choses. D'abord, on oublie de dire, mais il y a beaucoup d'activités qui sont avec le pass sanitaire pour les vaccinés, dont on fait partie, et il faut mettre un masque. Donc, c'est pas parce qu'on est vacciné et tant bien même on serait porteur qu'on va contaminer, puisque finalement, on garde la plupart du temps ces gestes Oui, barrières. mais là la question du resto. Ça, c'est la première chose. Mm. La deuxième chose, c'est que le restaurant, aujourd'hui, on peut s'en féliciter, il se fait majoritairement en extérieur. Moi, je plaide pour que les gens soient majoritairement en extérieur. C'est-à-dire, ne perdons pas de vue, vaccinés ou non vaccinés, le fait que le risque est largement moindre en extérieur. Et s'il faut l'être caricatural, quand on est en extérieur, le risque est 10 fois moindre, et quand on est vacciné, le risque est 10 fois moindre. Donc ça fait qu'il y a 100 fois moins de chances pour un vacciné en extérieur de contaminer quelqu'un. Ok. Et c'est ça qu'il faut garder, je crois, à l'esprit. Et c'est ça qui prime. Et aujourd'hui, encore une fois, la réalité, c'est que les contaminations diminuent. Ouais. Et donc, Ah oui, ça va mieux. on a bien une courbe qui va dans le sens inverse. La vaccination s'accélère et les contaminations diminuent. Et donc, je crois qu'il ne faut pas remettre en question la stratégie actuelle qui est efficace. Guns Revolution nous dit il faut s'attendre à quoi comme situation pour l'automne? C'est hyper dur à Alors, prévoir. ouais, mais c'est une excellente question. Moi, malheureusement, alors je suis plutôt un grand optimiste, j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation, parce qu'on oublie, quand ça nous arrange, on parle de l'étranger, quand ça ne nous arrange pas, on n'en parle pas. On oublie que l'Angleterre est en train d'avoir un rebond des contaminations alors que c'était le bon élève. Il n'a pas mis en place de passe sanitaire, il faut le dire. D'ailleurs, il était en question à partir du 1er septembre. Et je crois qu'ils ont abandonné le masque à l'école et tout ça, dans tous les établissements Absolument, scolaires. absolument. Et ils ont une augmentation des contaminations et aussi une augmentation des hospitalisations.
Et ça me fait craindre, malheureusement, et ils sont décalés, ils avaient historiquement un mois d'avance sur nous dans leur programme de déconfinement. Ça me fait craindre qu'on va probablement se retrouver dans une situation de plateau. Ce dont il faudra se féliciter, c'est qu'aujourd'hui, on est autour de 15 000 contaminations. Si c'est un plateau à 15 000 contaminations, je pense qu'il sera gérable. Et qu'encore une fois, ça veut dire qu'il ne suffit pas de regarder les courbes de tendance, et que très clairement, quand on est médecin, quand on est infectiologue, on sait très bien qu'à partir de l'automne et à l'hiver, c'est-à-dire ces 4 à 6 mois difficiles, surtout au nord de la France, on est dans une situation qui est propice à la circulation des virus, tout confondus, et des autres maladies infectieuses, et que ça veut dire que globalement, on ne pourra pas tirer de conclusion avant mars 2022. Et Twister qui nous dit encore quel doit être le taux de vaccination pour en finir avec le Covid. Super question, parce que là aussi, on a vu que les experts avaient évolué dans leurs explications. Avant, version 2020, quand le virus circulait, version 2020, on disait 60-66. Et maintenant, Alain Fischer, qui s'occupe de la stratégie vaccinale, parle plus de 80-90 à cause de ce variant Delta plus contagieux. Voire, même si moi tu me demandais, je te dirais 90-95. Encore une fois, la réalité, je pense qu'on n'arrivera pas à suivre exactement, mais à un moment donné, à l'image de ces... Le but du jeu, c'est de limiter l'impact, en fait, et de ne pas se retrouver avec une vague à l'hôpital. Sinon, voilà, on va... Tout à fait, mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné, le virus va rebondir. C'est-à-dire que, comme l'histoire est en train de le montrer chez les vaccinés qui ont une PCR positive et qui ne s'en rendent pas compte et qui n'ont pas de symptômes, ils ont un taux d'anticorps explosif, au même titre que ceux qui ont fait la maladie et qui ont été vaccinés après. On va se retrouver dans une situation où, en fait, le virus va se retrouver dans une impasse. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus contaminer les gens qui ont un taux d'anticorps explosif. Et donc, je pense qu'à un moment donné, sauf nouveaux variants... Ouais, sauf nouveaux variants, ce que j'allais dire. Qui pourraient mettre à mal les gens, encore une fois, les plus fragiles. C'est-à-dire que je pense que le scénario, je n'ai pas de boule de cristal, le scénario le plus probable, c'est que le virus va trouver sa place parmi les plus fragiles. C'est-à-dire qu'on va remettre le compteur à zéro et qu'on va arriver sur une maladie pour laquelle on va se focaliser sur la population les plus fragiles avec des indications en rappel vaccinaux qui comprennent les variants. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que si on arrive à cette étape-là, finalement, qui est celle de la grippe, eh bien, on va se retrouver comme la situation, on va dire, avant 2019, où finalement l'impact de la vie des jeunes et des autres qui ne sont pas malades n'est pas, ne tourne pas autour du Covid-19. Ouais. Et c'est cet événement, je pense, qu'il faut garder en tête. Ouais, cet été, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous pouvez nous écrire pour nous raconter, mais on avait quand même l'impression de revivre un peu et qu'on avait tous envie de passer à autre chose et de croire que c'était un peu derrière. Sur les personnes que tu disais, le réservoir pour le virus, c'est vrai qu'il reste encore... on a en gros un peu moins de 10 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Il y en a 720 000 chez les plus de 75 ans. Ça fait quand même un bon nombre. 15% des malades chroniques. Et si on regarde chez les jeunes, on est à 2,5 millions de non-vaccinés chez les 18-34 ans. Et 2 millions d'ados de 12 à 17 ans. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de... Oui, ça peut aller. Je ne sais plus, c'était le ministre de la Santé qui disait cette semaine, en gros, ça fait 10 patients par médecin généraliste. Si chacun prend un flacon de Moderna, il peut vacciner tout le monde. On peut le faire vite. D'ailleurs, ce week-end, si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez envie de le faire, il y a une opération qui est organisée de vaccination sans rendez-vous avec des horaires parfois élargis dans les centres. Pour fluidifier. Et ça me permet de rebondir sur la question de Wolf of Game qui nous dit donc nous les collégiens, comment fait-on pour avoir une 3e vaccination? Alors on précise pour l'instant que vous n'êtes pas dans la cible du tout. Pour l'instant c'est plus de 65 ans. Donc c'est des personnes qui sont vaccinées depuis plus de 6 mois. Alors voilà, c'est surtout ça qui est important. Margot, tu as raison de préciser, c'est que de toute façon, en fin de compte, très clairement, les derniers candidats qui sont rentrés dans la danse, ça sera 2022, voire à Noël. Ouais. Et de mon point de vue, il y a une question qui, je ne sais pas si elle est polémique, moi j'ai aucun problème avec les vaccins des laboratoires et tout ce qu'on veut, c'est qu'on ne parle pas des vaccins 2.0. Et je pense très sincèrement qu'on va arriver à l'automne ou du moins à l'hiver avec des vaccins 2.0 qui auront le mérite d'apporter un boost supplémentaire parce qu'ils seront basés sur les nouveaux variants. Et clairement, quand on regarde un peu de plus près, les industriels s'y intéressent. Ça paraît assez légitime à partir du moment où on s'inscrit dans un vaccin possiblement annuel, même pour les plus fragiles. C'est bien ce qu'on fait chaque année avec la grippe. Et donc, je crois qu'il ne faut pas prendre le vaccin des autres et qu'il faut garder à l'esprit que cette stratégie est un boost pour les plus fragiles pour le moment et que c'est très important de garder des vaccins pour les pays qui sont insuffisamment vaccinés, comme typiquement l'Afrique, et qui sont pour le coup des réservoirs à variants. Il y avait d'autres questions, une question particulière, notamment que je voulais te relayer, Benjamin, sur l'effet secondaire, les troubles menstruels qui sont balayés
souvent d'un revers de main, alors que plusieurs femmes font état Ouais. soit de retard de règles, soit de règles plus douloureuses. On a fait un reportage cette semaine. Qu'en dis-tu? Bon, écoute, j'y ai été confronté, pas moi en tant qu'homme évidemment, mais moi en tant que médecin. Oui, oui, bah, on va dire c'est classique. Il y a deux explications à cela. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la règle, c'est que c'est seulement sur un cycle, c'est-à-dire le Mm. cycle faisant suite à la vaccination. Et on sait typiquement que des facteurs de ce qu'on appelle le dysménorrhée, de décalage des règles, sont à la fois un état de stress, qui soit émotionnel, physique, et la vaccination en elle-même, et surtout des jeunes, crée beaucoup d'anticorps, crée, rappelle-toi, comme c'était le cas avec AstraZeneca, parfois des énormes AstraZeneca, on n'entend plus parler, on a arrêté les commandes, on donne toutes nos doses dans le cadre COVAX, de l'opération COVAX COVAX, donc ouais, ça paraît bien loin. stimule, stimule énormément l'organisme et donc est amené finalement à créer un dérèglement transitoire, au même titre que si on tombait malade et qu'on avait la maladie. Caricaturalement, je prends un exemple d'une autre maladie qui est la dengue, qui est une arbovirose. Quasiment une femme sur deux hospitalisée a un trouble menstruel. Et donc, ce qui est bien étayé pour le moment, c'est finalement le caractère très immunogène du vaccin qui est responsable de cet état de stress physiologique immunologique, comme le serait une infection sévère chez ces personnes-là. D'accord. Et je rappelle qu'il y a eu des données, l'Agence du médicament suit ça dans le cadre de la pharmacovigilance, la surveillance des effets indésirables. Et début août, il y en avait plus de 260 cas qui avaient été relevés pour le vaccin Pfizer, une cinquantaine pour le vaccin Moderna. Donc si vous êtes concerné, ne pas hésiter à déjà expliquer à votre médecin, le rapporter à votre médecin pour le déclarer dans les effets secondaires pour que ça puisse être suivi et qu'on puisse avoir une explication. Beaucoup Et de je questions. rajouterai un mot Ouais. là-dessus, Margot, c'est qu'il faut différencier, donc encore une fois, ce dérèglement du cycle avec l'infertilité qui n'a rien à voir. Il y a une publication cet été, au mois d'août, publiée dans le New England Journal of Mm. Medicine, qui a bien montré, sans dire de bêtises, sur la population issue d'Israël notamment, parce que c'est la première vaccinée, qu'il n'y avait pas de problème de fertilité, de grossesse, ni d'allaitement chez les jeunes femmes qui ont été vaccinées. Et donc il ne faut pas que ce dérèglement menstruel soit associé à potentiellement une infertilité, ça n'a rien à voir. D'accord. Et d'ailleurs, on rappelle pour les femmes enceintes que la vaccination est recommandée à partir du deuxième trimestre, mais qu'elle est possible dès le premier. Ça aussi, c'est un Et, changement au cours de la et, campagne. et dernier message, il n'est pas exclu, et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on est médecin, que certaines de ces femmes qui ont un retard de règles soient également des femmes enceintes. Et donc le premier réflexe, c'est de faire un test de grossesse. D'accord. Témoignage de Denzer qui nous dit en Belgique, tous les cours sont passés en présentiel, pas de passe sanitaire pour rentrer dans les restos, mais plutôt pour les grands événements. Là aussi, je sais que notre stratégie française, elle est suivie de près à l'étranger, parce que notamment pour l'effet d'accélérateur que ça a eu sur la campagne vaccinale, et puis pour voir si ça permet de rester ouvert malgré l'augmentation des cas, même si on rappelle qu'on est dans une dynamique plutôt favorable en ce Ouais. moment. On va voir si la rentrée Et scolaire avec, et et le retour avec à aussi, l'entreprise. et également un R0 qui s'effondre. Ce Ouais, qui est quand même, ce qui est quand même très rassurant. pourvu que ça dure. D'accord. Est-ce que les cours sont maintenus en demi-jauge ou en temps plein? Ça dépend d'où on parle. Il y a un protocole très spécifique à l'école. Si c'est au lycée, au collège, tout ça, je vous invite à le voir sur le site du ministère. En gros, là, on fait une rentrée en niveau 2, donc on a cours en présentiel en école primaire, au collège et au lycée. C'est que si on passe en niveau 3 en fonction de la situation sanitaire ou en niveau 4 qu'on peut passer ce qu'ils appellent le mode hybride. Ils inventent toujours des mots très jolis. Au lycée pour le niveau 3 et à partir de la quatrième pour le collège. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ensuite, autre question, ne pensez-vous pas que les scientifiques d'aujourd'hui sont dépassés? La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On nous parlait de 60%, on parle d'immunité collective, puis de 80, 90%, et là j'entends 95. Bah oui, ça évolue, sauf que le virus a aussi évolué, et le delta n'est pas du tout la souche qui circulait en 2020. Et puis, Alors, il faut rappeler qu'on n'a finalement aucune expérience, indépendamment du vaccin et de ce virus, mm, d'avoir fait autant de tests grandeur nature sur une maladie, même sur des maladies qu'on connaît. On ne s'est jamais amusé à faire ça sur la grippe. Et la réalité, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à contrôler ce virus comme on a contrôlé d'autres maladies infectieuses, et donc il faut rester très optimiste. Ilyes nous dit pourquoi mon fils de 14 ans doit-il être vacciné alors qu'il a déjà eu le Covid et qu'il s'en est très bien remis et que même vacciné, il peut contaminer?
Alors c'est une excellente question pour laquelle la réponse est très simple et illustrée par une publication dans Emerging Infectious Disease du CDC il y a quelques jours, qui montre très clairement que sur un certain nombre de gens qui ont fait le Covid, y compris sur des formes hospitalisées, puisque c'est une étude à partir de gens qui étaient passés par l'hôpital, chez des individus relativement jeunes, on sait très bien que plus on est jeune, moins on fait d'anticorps. Et une question qui va se poser, et moi ça faisait longtemps, je ne sais pas si tu te rappelles Margot, on en avait parlé ensemble, Mm. que je m'interrogeais sur la justesse de recommander qu'une seule dose finalement sur des gens qui avaient une PCR positive. Parce qu'on dit souvent, bah, j'ai une PCR positive, j'ai la Covid, c'est pas vrai, avoir la Covid, c'est avoir la maladie. Et lorsqu'on a une PCR positive, on a rencontré l'agent infectieux du SARS-CoV-2. Et un certain nombre de gens ont probablement une très faible immunité. Et que l'ambition de cette vaccination, voire d'un deuxième rappel pour ces gens-là, c'est encore une fois d'avoir cette espèce de barrière au niveau du nasopharynx, comme je vous expliquais, qui permet, lorsqu'on a un taux très élevé d'anticorps, de ne pas se réinfecter, de ne plus être porteur. Tu m'offres Et une donc, transition parfaite sur juste vas-y. une question de panique à bord qui nous dit immunodéprimé, j'ai eu 3 injections de Pfizer et aujourd'hui j'ai un taux de 4950 UA par millilitre. Dois-je me sentir protégé du Covid? Besoin d'une 4e dose? Point d'interrogation. Bah, c'est beaucoup, puisque pour avoir lu la publication qui comparait Pfizer à Moderna, qui disait que peut-être Moderna était mieux, Moderna en moyenne c'était jusqu'à 8500 chez les gens qui ont déjà fait la maladie, Pfizer au mieux c'est 4-5 000, donc il est dans les hauts mieux. Donc pour moi il n'y a pas d'indication à ce jour, et encore une fois, si cette personne est immunodéprimée, il aura une indication, parce qu'il a déjà eu 3 doses, à une 4e dose Mm. normalement, ça sera 6 mois après sa 3e dose. Ok, bah, une autre question très pratique qui nous dit, ayant eu le Covid il y a 6 mois, c'est Spurgil qui nous dit, ayant eu le Covid il y a 6 mois, puis-je me faire vacciner sans test sérologique et sans risque? Merci. Bah oui, il n'y a pas de raison. On tombe encore une fois sur des situations particulières qui vont probablement s'affiner dans les mois à venir par rapport à ça, mais à partir du moment où il y a une preuve, il faut bien sûr aller vacciner avec une seule dose. Euh, Tout à l'heure, Lucie nous demandait, quand on parle de couverture de 80%, est-ce qu'on a retiré en amont les 20% de la population qui a 0-12 ans? Alors oui, pour être très précis, on est à 72,5% de la totalité des Français qui a reçu au moins une dose et 66,5% qui est totalement protégé. Et quand on regardait au 31 août, ça faisait 86% des adultes, donc des plus de 18 ans, qui avaient reçu au moins une dose. Donc oui, on a retiré les enfants, quand on parle de la population totale, c'est vraiment tous les Français. Une question encore qu'on se pose depuis des mois et on n'a toujours pas la réponse. Elle m'intéresse, ta réponse, Benjamin. C'est Breeze of Hope qui nous la demande. Le vaccin contre le Covid sera-t-il un vaccin annuel? Oui, je pense en tout cas très clairement pour les plus Pour les plus 65 ans fragiles. et les plus fragiles, hein. Mm. En fait, on va revenir aux fondamentaux des premières indications de la vaccination. Et ensuite, de mon point de vue de médecin, il faudra le recommander, ça veut dire ne pas l'obliger, pour le reste de la population si elle le souhaite. Et très clairement, il faut rester humble. On n'est pas à l'abri d'une situation, à l'instar du variant mu, où on pourrait avoir un échappement vaccinal qui redistribue l'indication et l'écart de la vaccination. Mais pour le moment, ce qui est certain, c'est qu'on voit que le virus est là, qu'il y a un réservoir. Il y a aussi, on l'oublie, un réservoir qui se fait par les autres pays et même un réservoir par les animaux, et qui fait que clairement, si on reste sur une stratégie de vaccin ARN messager et on a peu de recul sur les nouvelles stratégies qui seraient d'autres, on va faire simple, conventionnelles, on sera sur un vaccin annuel parce qu'on sait qu'au bout de 8 mois, on arrive dans une situation où les anticorps circulants baissent de façon importante et qu'avec ce variant Delta en place, on a quand même des hospitalisations chez ces patients fragiles vaccinés. Et le plus on s'éloigne de la vaccination, le plus on est dans ce risque. Il y a 749 OMG qui nous dit pourquoi on ne parle pas du taux d'hospitalisation des vaccinés en Israël. On en a parlé déjà. Il faut préciser qu'en Israël, on est à 63% de la population totalement vaccinée. Donc, ils n'ont pas non plus 100% loin s'en faut. Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Donc, voilà, ils ont commencé à vacciner tôt. Donc, ils sont engagés dans une campagne de 3e dose. Spook 380 qui nous dit pourquoi on ne donne pas de l'argent aux jeunes pour se faire vacciner comme aux États-Unis. Là, je le ferai, le vaccin. C'est une question éthique. C'est vrai que pour l'instant, Non, les parce que moi, autorités françaises... je n'étais pas opposé à l'idée de faire des loteries, des machins, d'aller dans l'incitation, d'aller dans tout ce qu'on veut, les autographes, les t-shirts, les cadeaux. Bon, la décision n'a pas été celle-là. J'ai pas de problème avec ça. Lucide qui nous dit est-ce que vous êtes pour la vaccination des moins de 12 ans pour atteindre 95%
j'imagine, de la population vaccinée. On rappelle qu'il y a des essais cliniques qui sont encore en cours chez les plus jeunes. Ça commence à 6 mois, je crois. Oui, alors d'abord, aujourd'hui, il n'y a aucune indication à vacciner les plus jeunes, puisque d'abord, il n'y a aucune autorisation, il n'y a aucune donnée de science. Ouais. Et très clairement, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'empressement. Aujourd'hui, il y a des données assez fortes, et pour rebondir sur l'histoire d'Israël, qui nous montrent que tout n'est pas réglé par la vaccination des plus fragiles, et qu'encore une fois, certaines personnes fragiles peuvent être hospitalisées malgré la vaccination, même si ça reste anecdotique. Encore une fois, avant de regarder l'exemple israélien, il faut décrire le cas actuellement en France, avec une situation qui n'est pas critique, mais qui est à 90% composée de non-vaccinés. Et la question se posera ensuite, dans les suites, on n'a pas parlé non plus des États-Unis, où les États-Unis ont vu une accélération pour une maladie qui avant était exclusivement une maladie d'adulte et qui devient pédiatrique dans de rares situations. Mais je ne pense pas que la problématique soit les fameux 95%. Je pense que la problématique, c'est la durée des anticorps chez les sujets les plus vulnérables. Et peut-être également qu'on aura des surprises en panachant les vaccins, c'est-à-dire en mélangeant l'ARN messager avec un vaccin type Sanofi ou autre marque conventionnelle, qui permettra d'avoir une immunité durable dans le temps. Et tout ceci sont autant de questions auxquelles on va répondre en vie réelle, mais pour l'instant, il faut rester patient. Parce que Lucide a rebondi sur ce que tu disais, elle dit mais comment attendre les 95%, alors en gros on pourra peut-être pas les atteindre, mais ce que tu dis c'est que si on a protégé les plus fragiles, s'il y a des cas positifs mais que c'est pas des personnes malades qui vont à l'hôpital, on pourra continuer à vivre quand même normalement, sans restriction. Oui, absolument. Et puis dans les 95%, il ne faut pas oublier, il y aura aussi des contaminations, à l'instar du pass vaccinal, si je puis dire. Donc les gens qui ont rencontré une ou deux fois l'agent infectieux, et dont notamment les enfants, auront besoin pas ou peu d'immunité et donc seront, entre guillemets, à un moment donné, invulnérables, en tout cas sur une certaine période, au virus dans son état actuel. Et donc c'est pour ça que je pense que la priorité, lorsqu'on voit qu'à l'hôpital, encore une fois, 9 malades sur 10 n'est pas vacciné, va à la vaccination de cette public cible qui est à l'hôpital, plutôt que chez des gens de moins de 12 ans qui aujourd'hui ne sont pas à l'hôpital. T'as une feuille devant toi ou pas? Une feuille de papier? Si tu veux. Parce que là, il y a Laker qui nous dit si j'ai un autographe de Benjamin, je me fais vacciner. Tu peux lui dessiner un vaccin? Je suis dessiner un vaccin, mais je vais même lui faire mieux. Enfin, je suis très très mauvais en vaccin en réalité. Mais surtout, je vais lui faire. T'es gaucher? Ouais, c'est pour Laker, L-A-Y-2-K-E-R. Ça me fait penser aux Los Angeles Lakers. Ouais, moi aussi, je le prononce comme ça. Ouais. Je sais pas si on voit. Pour Laker. Ouais, c'est pas mal ta seringue. Elle est pas mal. Hein. Et ça va. J'ai encore mieux pour lui. Attends, je vais te montrer un truc qui va l'amuser. Vas-y. Il y a Forestia qui nous demande si on est vacciné. Oui, moi je suis vacciné 2 doses. Et je pense que Benjamin aussi. Ah non, une dose parce que tu l'as. C'est le stylo. Que tout le vaccin. Ouais. Absolument. Ah, il est magnifique. Il est magnifique pour la rentrée scolaire. On pourrait presque le reproduire et l'offrir. Ouais. Oui, et moi je suis une dose parce que je suis Covidé vacciné. Ouais. Doublement Covidé, non? Doublement Covidé, t'es gentil, je l'ai eu qu'une fois, ça m'a suffi. Ah ok, j'avais cru que tu l'avais eu 2 fois. Alors je rappelle que l'événement de la mort de foie est exceptionnel. Hein. C'est 0,1% à 0,3% de la population. Oui, et c'est pas parce qu'on l'a aussi qu'on est malade. Voilà, si c'est juste avoir un test positif, encore une fois, c'est pas trop un problème pour les hôpitaux. Il y avait aussi Dox qui nous disait hier j'ai vu chez Hanouna beaucoup de faux passes sanitaires circulent en France, qu'en pensez-vous? Ça fait partie des trous dans la raquette, ça c'est sûr que... je discute avec un restaurateur qui me disait j'ai vu un client arriver avec un pass où il y avait marqué Elodie. C'était un homme. Il dit vous avez pas autre chose? Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Non, ce que j'en pense, c'est que c'est triste dans le sens où tout à l'heure on discutait l'intérêt du pass sanitaire. Typiquement, ces gens-là, ils assassinent le pass sanitaire parce qu'ils se sont ni soumis à la vaccination ni à un test, et donc ils sont potentiellement contagieux. Et ça veut dire que ce sont des gens par définition qui ne respectent pas les autres. Je suis désolé, parce que ça veut dire qu'ils exposent les gens potentiellement à un risque. Et donc c'est malheureusement très résiduel, mais ça veut dire que probablement, encore une fois, et moi je plaide pour ça, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on aura vacciné suffisamment de personnes et qu'on pourra considérer que la vaccination est la norme, qu'il faudra probablement supprimer ce pass pour faire en sorte que finalement la vaccination reste la norme et qu'ensuite le bon sens prime. Ok. Lucas qui nous dit pourquoi on n'oblige pas les personnes vulnérables, celles qui sont chiantes, je cite, vu qu'elles sont du pass sanitaire.
J'ai pas compris. pour qu'on n'oblige pas les personnes vulnérables à Ouais. se faire vacciner. Bah, c'est toujours la même question éthique, hein. Je rappelle juste Alors, cette donnée, il y a 15% des malades chroniques, donc soit qui ont cancer, du diabète, de ouais, l'obésité, de l'hypertension, ouais, qui ne sont pas vaccinés. Il y a aussi 720 000 personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinées. Alors, nous, on est, quand tu regardes par rapport aux autres pays européens, paradoxalement, très en avance sur la vaccination des jeunes, mais un peu en retard chez la vaccination des plus âgés. ouais. Alors d'abord, il faut aussi se rappeler, malheureusement, même encore une fois, si c'est résiduel, qu'il y a certaines personnes qui sont fragiles, âgées et qui ne répondent pas à la vaccination, Hmm. Bah, et plus on aussi est âgé, moins on répond, non? et qui du coup nous obligent à ce que les petits-enfants, les enfants soient vaccinés pour les protéger, encore une Hmm. fois, un risque divisé par 8 d'avoir une PCR positive, et de ne pas les contaminer, typiquement lors des vacances, lors des rassemblements, lors des mariages, et Dieu sait s'il y a eu des hospitalisations à cause de ces situations, malheureusement. Il faut se féliciter qu'elles aient eu lieu. Et donc clairement, aujourd'hui, je crois qu'il faut faire tout son nécessaire pour aller recruter ces gens-là, mais aussi ne pas perdre à l'esprit qu'un certain nombre de gens qui ont des comorbidités, au-delà des chiffres, sont des gens qui sont, entre guillemets, exclus pour un certain nombre de la société et qui ont très très peu de contacts. Et il faut garder à l'esprit que ça reste une maladie des contacts, et que c'est pour ça que je pense que là où on a échoué dans la campagne de vaccination, à l'image des patients qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tranche d'âge des 40-50 ans est passée à travers cette campagne parce que justement ne s'est pas senti concerné, alors qu'aujourd'hui, comme on reprend notre vie d'avant, et y compris les moins de 30 ans, eh bien et c'est bien là où il y a le plus de risques d'être contaminé. Hmm. Et donc il faut vraiment pas opposer les gens, je pense, en fonction de leur maladie, et garder ça à l'esprit, et que chacun est acteur, encore une fois, pour casser ces chaînes de transmission. Hmm. Hawkins Supernova nous dit on voit de plus en plus de vaccinés ne pas respecter les gestes barrières alors qu'ils sont contagieux eux aussi, enfin ils Oui, peuvent l'être en tout cas. ils peuvent l'être. Alors d'abord, Hmm. il faut rester, ils peuvent l'être, il ne faut pas dire qu'ils Hmm. sont contagieux, ça serait ridicule, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est contagieux tous les jours, c'est pas vrai. Et encore une fois, tant bien même un vacciné serait contaminé, il va être contaminé, et au bout de 10 jours, ben, il ne le sera plus, et ça sera terminé, et comme j'expliquais tout à l'heure, il aura un taux d'anticorps tellement élevé qu'il sera probablement immunisé pour plusieurs mois, voire années. Donc ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter d'être dans un discours assassin des vaccinés qui pourraient contaminer. Ils pourraient contaminer qui? Ils pourraient contaminer ceux qui ne le sont pas. Et c'est bien ça la nuance. Hmm. Et j'espère encore une fois qu'on n'en arrivera pas à une situation où il faudra imposer un pass vaccinal pour que justement limiter cette situation. Finalement, si tout le monde est vacciné, bah, le virus entre vaccinés, il se transmettra quasiment plus. Mais arrêtons ce discours. Quelqu'un qui est vacciné et qui est positif n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais c'est vrai qu'il faut ne pas relâcher trop les gestes barrières. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas des gestes barrières qui s'appliquent aux vaccinés ou aux non-vaccinés. C'est dans l'enclos du pass sanitaire, à mon travail, dans beaucoup d'entreprises, on ne demande pas aux gens s'ils sont vaccinés, on ne leur dit pas vous êtes vaccinés, vous ne faites pas de gestes barrières. Donc je crois que... Non, mais c'est vrai que c'est un peu une tentation. Quand tu viens de te faire vacciner, tu as Bah, 2 doses depuis 2 semaines, tu dis bon bah on peut, il y encore a une un fois, sentiment un peu oui, on l'a d'invincibilité. connu, ce que moi j'appelais syndrome du vacciné. Je crois qu'on peut se féliciter, ça veut dire qu'on essaie de reprendre notre vie d'avant. Et la réalité, c'est qu'en reprenant notre vie d'avant, malgré tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a réussi à passer un été dans les bonnes conditions et qu'à un moment donné, eh bien, je l'espère, on pourra se débarrasser du masque. Je pense, et je le dis sans aucune honte, qu'à l'extérieur, il ne sert à rien et qu'il faut qu'on arrive à une situation où le masque ne devient pas l'ennemi des vaccinés et devient l'outil des non-vaccinés, parce que ce n'est pas ça le but. Et il faut qu'on arrive à une pédagogie aussi de ce masque. Et encore une fois, Mais je trouve que pour le coup, c'est assez devenu un réflexe. Enfin, moi, je l'ai tout le temps au poignet dans la rue. Ouais. Quand je rentre dans un magasin, paf, enfin, tout le monde le met. C'est devenu... Je pensais que ça allait être un peu compliqué. En fait, je pense qu'on a tous non, globalement... c'est comme ceux qui rentrent chez les gens et enlèvent leurs chaussures. Je crois que c'est un geste à prendre. Et voilà. Et donc moi, je ne crois pas que ce soit un outil des non-vaccinés plus que des vaccinés. Je crois Toi, que t'enlèves tes chaussures chez tout le monde? Oh, bah, en tout cas, je le demande. Je demande s'il faut que je les enlève. Ouais. Moi, c'est du parquet chez moi, je me fais engueuler par les voisins sinon. Okay. Non, clairement, je ne crois pas qu'il faut opposer le fait que les vaccinés, et si les vaccinés ont envie d'enlever le masque, eh bien, ça veut dire que la population, puisqu'elle est majoritairement vaccinée, je le rappelle, a envie d'en finir avec le masque, et c'est une bonne chose, c'est humain, et donc ça, on ne peut pas le reprocher, je ne crois pas. Après, je rappellerai que le lavage des mains dans le Covid n'est pas la priorité, encore une fois, le lavage des mains n'a pas démontré d'intérêt spectaculaire.
et que c'est bien le port du masque qui protège au-dessus du nez en À tous les cause cas. de la transmission, on rappelle, par les aérosols, les petites gouttelettes que l'on Absolument. produit même en respirant, Aéré. qui restent en suspension dans l'air. Mais bon, le lavage de main, ça sert aussi pour la gastro et pour d'autres choses, donc ça c'est pas mal. Il y a 1 heure, il y avait un point hebdo de Santé publique France, et l'épidémiologiste disait, même avec une couverture vaccinale très élevée, on devra maintenir les gestes barrières. Cela n'aurait peut-être pas été le cas si on n'avait pas eu ce fichu variant Delta. Moi, je crois que ça, c'est pas. Je crois qu'il faut pas toujours tout vouloir. Pardon. Réinventer. Oui, d'abord vouloir réinventer, Ouais. vouloir tout mettre sur le dos du variant Delta. Ouais. Souviens-toi, l'HAS en mars dernier avait dit que lorsqu'on était jusqu'à 6 vaccinés, on pouvait se réunir à partir du moment où les espaces étaient aérés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon sens. On peut se retrouver entre vaccinés en extérieur. Le risque, il est infinitésimal. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un risque divisé par 10 d'un risque divisé par 10. Ça fait moins de 1% de chance de se contaminer si on est pragmatique. Et que la réalité, c'est qu'en arrivant doucement mais sûrement sur l'automne, très clairement, on va vivre à l'intérieur. Et c'était une question, d'ailleurs, souviens-toi, qu'on s'était tous posé sur les plateaux télé, c'est est-ce qu'on arrivera à un moment donné sur un modèle asiatique où on va adopter le masque sur les périodes de contamination des maladies respiratoires. Je crois que c'est ça la vérité, c'est des messages simples, et que le masque, comme tu l'as dit, à l'intérieur, aujourd'hui, ça reste la norme, et que si on peut être le plus possible dans des situations aérées ou en extérieur, eh bien, faire tomber le masque n'a rien de choquant. Ok. Est-ce qu'on a un chiffre sur la part des personnes non vaccinables, nous demande Blazik. C'est intéressant. Alors, c'est des gens qui seraient contre-indiqués à la vaccination, c'est ça? C'est Écoute, aux très dernières nouvelles, minoritaire. ouais, je crois, pour me souvenir de ce qu'avait dit le ministre de la Santé, ça représentait une cinquantaine de personnes, voire une centaine de personnes en France. Les contre-indications sont extrêmement résiduelles, et il y a d'ailleurs une publication cet été qui est parue, qui est très rassurante, qui a montré qu'y compris chez les gens, lors de la première campagne de vaccination, qu'on avait contre-indiqué un rappel pour des raisons allergiques, qu'ils ne sont pas contre-indiqués, qu'on peut faire la deuxième dose dans des conditions avec une surveillance et avec ce qu'on appelle un protocole de désensibilisation. Ok, 2 dernières questions, parce que je crois que tu dois y aller, et après moi aussi, parce que je dois être en direct à 14h30. C'est quand le prochain confinement, nous demande Sangokan? On peut jamais dire jamais, mais pour le coup, c'est vraiment... Moi, très clairement, j'aurais pas de honte à dire que dans une situation où on a vu malheureusement les territoires outre-mer tragiquement se reconfiner et que la métropole vaccinée à plus de 80% des adultes non, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'on soit à nouveau confiné. Et je pense que là encore, la question qui se posera, c'est est-ce que le pass sanitaire suffira ou faudra-t-il embrayer sur un pass vaccinal en relais? Ça, c'est la question, mais ça, ce sont des décisions politiques. Et ce qu'on peut espérer, encore une fois, c'est que cette ligne d'arrivée, y compris avec les mutants et les variants, de mon point de vue en mars 2022, nous permettent, pour les pays riches, de tourner la page durablement. Et je pense que c'est possible et qu'il faut qu'on continue sur notre lancée et qu'on a le droit aussi de se féliciter lorsqu'on réussit. On a Alexandrin, juste, on a besoin d'une mise au point. On a Alexandrin qui nous dit « Je ne comprends pas, les vaccinés sont contagieux autant que les non-vaccinés. Le vaccin, c'est uniquement individuel, du coup ?» Non, il faut que tu... Alors encore une fois, le problème avec cette phrase-là, c'est qu'on oublie que la probabilité qu'un vacciné soit contaminé, elle est 8 fois moins qu'un non-vacciné. Et donc lorsqu'on est vacciné, on est, par définition, on n'a pas de raison d'être contagieux. Une des questions qui se posent, si on veut être précis, c'est que probablement lorsqu'on est vacciné, on est moins longtemps contagieux qu'un non-vacciné qui serait contagieux. Ça reste, à se peaufiner par des données vraie vie, c'est extrêmement difficile, mais le bénéfice, évidemment, est à la fois individuel, mais également collectif, puisque par définition, si on a 8 fois moins de chances de se contaminer, il y a un bénéfice pour le voisin de classe, la famille et les gens vivant sur leur toit, et ça, c'est bien démontré scientifiquement. Commentaire, il y aura le variant lambda dans quelques semaines. Bah oui, il y a tout le temps des nouveaux variants, c'est le propre du virus qui mute en permanence. Et là, pour le coup, celui qui est surveillé, dont on a parlé cette semaine, c'est le variant mu, dit colombien, qui a été classé variant d'intérêt par l'OMS. Pour l'instant, on n'a jamais dépassé plus de 20 séquences par semaine en France. Et tu me dis si je fais une erreur, Benjamin, mais la détection de mu ne progresse pas, et en gros, on ne sait pas s'il pourrait avoir un avantage sur le delta. On ne sait pas s'il est plus contagieux que le delta, et donc si ce n'est pas le cas, delta va continuer sa route. Enfin, il est quasiment à 100% des nouveaux cas en France. Ouais, tu es tout à fait juste. Un point de précision, c'est qu'on estime que c'est 0,1% des contaminations en Europe. Et que très probablement, en effet, le variant Delta, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, sa charge virale très importante et sa possibilité de contaminer les vaccinés, fait que lui, pour le coup, a un avantage sélectif. Et qu'encore une fois, c'est toujours difficile de se féliciter qu'un virus soit présent.
et qu'on a quand même l'impression que le variant Delta, finalement, s'épanouit au sein d'une population, y compris de vaccinés, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais sans désorganiser le système de santé chez cette population. Mm. Et ça veut dire que probablement qu'il va rester à l'état endémique, et donc on va assister à une compétition virale. On connaît bien la compétition bactérienne, c'est-à-dire qu'un des variants va essayer de s'implémenter, peut-être avec des variants différents selon les continents. Il faut rappeler que le variant mu aujourd'hui, colombien, est le variant majoritaire en Colombie. Et donc, on va peut-être à un moment donné assister à une cartographie des virus, ce qui, pour le coup, mettra à mal ou devra faire réfléchir sur la stratégie de reprise des voyages. D'accord. Une question pour finir. Alors, il y en a beaucoup. Est-ce que la charge virale est la même si on est vacciné ou pas? C'est important de préciser Oui. ça. Oui, donc oui, la charge virale est la même si on est vacciné ou pas, mais probablement que la cinétique de décroissance, que j'expliquais tout à l'heure, se fait de façon plus vite chez un vacciné que chez un non vacciné. Tu vois, ça, je savais pas. Je pensais qu'on n'avait pas la même charge virale. Il y avait eu des problèmes de publication qui disaient qu'on avait une charge On a une virale charge moindre. virale qui est de façon très insolente avec Delta très élevée. D'accord. Chez les vaccinés contaminés, qu'on estime caricaturalement à moins de 30 CT autour de 24, qui était inattendu et qui, en effet, fait qu'il y a des contaminations par les vaccinés, mais probablement on est moins longtemps contaminant. Je rappelle d'ailleurs qu'on est très contaminant 2 jours avant la positivité de la PCR et pendant les 3 premiers jours des symptômes, et qu'après on l'est moins. D'accord. Dernière question d'Ophélie Trichot qui nous dit: quelles professions n'ont pas d'obligation vaccinale ou de passe sanitaire pour travailler actuellement? Il y a la police, je crois. Alors c'est vrai que ça, l'obligation qui est entrée en vigueur le 30 août dernier concerne, il me semble, 1 800 000 salariés en contact avec le public, mais il y a beaucoup de professions, vous avez raison, qui ne sont pas incluses. Je crois que notamment le personnel des administrations n'est pas toujours concerné, bizarrement. Je crois que les pompiers sont soumis à une obligation vaccinale. Oui, voilà. Bon, ben merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire surtout sur... attends, déjà, je te dis au revoir, Benjamin, comme ça je te libère, parce que je t'ai gardé beaucoup plus longtemps que prévu. Va prendre ton dessert. Et s'il y a des questions, après, nous en off, on peut débrouiller la situation. Ça marche. À bientôt, merci. À bientôt. Bon après-midi. Ouais. Ciao. Voilà. Ça me fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas surtout à nous écrire sur les thèmes qu'il vous ferait plaisir d'aborder. Ça peut être des choses complètement non Covid. Je pense à la phobie scolaire, aux troubles alimentaires ou plein d'autres sujets. Je me ferai une joie d'en parler avec à chaque fois un bon spécialiste, ou même ça peut être un témoignage ou autre, même sur les migraines. Enfin, j'ai plein d'idées à vous suggérer, mais vous, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous dire ce qui vous ferait plaisir. Voilà, je vous souhaite un beau week-end, reposez-vous bien, bon courage pour la rentrée à ceux pour qui ce n'est pas encore le cas, parce que je trouve que cette semaine de rentrée était assez intense, et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Bye bye.